Avant de commencer cet épisode, je tiens à m'excuser pour la qualité sonore qui malheureusement n'est pas à la hauteur. Un bug d'enregistrement a affecté le son, et c'est précisément pour éviter cela que la campagne KissKissBankBank est cruciale. Vos contributions me permettront d'investir dans du matériel de qualité et de continuer à vous offrir des épisodes optimaux. Si ce podcast vous touche, c'est le moment idéal pour soutenir la campagne et participer à cette amélioration. Votre aide est précieuse, alors rejoignez-nous et faites une réelle différence. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cœur de Lumière. C'est un podcast tout particulier, en tout cas c'est un épisode tout particulier puisque c'est un épisode bonus qui ne rentre pas dans la catégorie habituelle de cette saison 2 de Cœur de Lumière, puisque c'est un épisode que je fais dans le cadre d'une campagne qui se passe dans le monde. Le podcast a besoin de vous parce que je voudrais professionnaliser cette émission en investissant dans du matériel professionnel, notamment pour remplacer ce micro, même s'il est très joli à la caméra. Le problème, c'est qu'il n'a pas une qualité professionnelle et je sais que je perds certains auditeurs rien qu'à cause de ça. Cette campagne fait partie, est sur le site de KissKissBankBank, donc vous avez des contreparties très très intéressantes, notamment des créations en édition limitée. Donc vraiment, il faut profiter de ça. Vous avez aussi la possibilité de devenir le public du podcast lors de ces enregistrements et puis de pouvoir vivre plein d'expériences avec Cœur de Tissu et avec Cœur de Lumière. Voilà. Aujourd'hui, c'est un podcast d'autant plus particulier puisqu'il s'intègre donc dans cette campagne KissKissBankBank, mais aussi dans la campagne d'Octobre Rose. Alors, Octobre Rose, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des gens qui ne savent pas, surtout avec le dernier on sait jamais. C'est toujours bien de rappeler qu'Octobre Rose est le mois et le moment de l'année où on sensibilise au cancer du sein plus particulièrement. On fait des dépistages, on en parle, on débunk, on se pose plein de questions voilà, en fait, c'est vraiment le moment pour en parler. Et c'est un podcast qui me tient à cœur puisque ceux qui me découvriraient maintenant avec cet épisode-là, j'ai perdu ma maman à cause de cette maladie-là. Donc c'est vraiment très très important pour moi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui va nous parler du réseau rose en Berry. Donc c'est extraordinaire parce que du coup, on va pouvoir un petit peu voir les coulisses de ce gros événement de l'année avec Laura André. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Bonjour Zoé, ça va? Merci. Merci de m'avoir conviée sur ton podcast que j'ai la joie de découvrir depuis quelques semaines maintenant. Merci. Ah bah, trop bien. Je suis hyper contente qu'on se rencontre, non seulement qu'on se rencontre, et puis qu'on puisse échanger là-dessus parce que vraiment, ça me tient à cœur. Je trouve que on parle pas suffisamment du travail des associations, je trouve. Un petit peu des coulisses, un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur, comment ça s'organise et qu'est-ce que vous faites concrètement. Donc, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter toi, voilà, dire un petit peu qui tu es, ce que tu as envie de partager ici, et puis bah, quel est ton rôle au sein du réseau Rose. Alors oui, si je peux me présenter, moi je suis infirmière depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai travaillé dans différents services et à travers les stages que j'ai pu faire pendant mes études, le mémoire de fin d'études que j'ai créé et réalisé à la fin de ma formation, a travaillé un peu à m'amener sur le chemin sur lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je dirais que l'accompagnement des femmes en général et plus particulièrement dans le côté gynécologie, puis un peu plus tard cancer du sein, c'est venu assez tôt.
à travers des réflexions finalement qui m'ont accompagnée dans mon parcours, à travers les femmes que j'ai rencontrées, les patientes dans différents services. Voilà, il y a quelques années, en 2018, j'ai eu envie de réunir différents professionnels et de réfléchir ensemble à comment on pouvait améliorer finalement l'accompagnement des femmes atteintes d'un cancer du sein. Voilà. Et comment on pouvait les prendre en charge finalement en intégrant pas seulement un versant en particulier de leur parcours, mais vraiment essayer de leur proposer un accompagnement personnalisé et global. Donc, c'est un peu de cette réflexion-là qu'est né le réseau Rose. Donc, avec différents professionnels de santé, on a voulu créer ce réseau pour accompagner les patientes atteintes d'un cancer du sein, donc du dépistage jusqu'à l'après-traitement. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de fluidifier, faciliter le parcours de soins des patientes, ce qui n'est pas toujours évident, et ça à travers un accompagnement personnalisé. Donc moi, mon rôle dans l'association, c'est vraiment un rôle de coordination, un peu central, dans le sens où je fais le lien finalement entre les patientes, les différents professionnels dont elles peuvent avoir besoin. Donc on a différentes missions, on va dire, différents axes, mais voilà, mon rôle à moi, c'est essentiellement celui-là dans le réseau. Ma question, c'est en fait, c'est quoi alors, le réseau? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un collectif? Est-ce que c'est peut-être une entreprise? Je ne sais même pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce réseau Rose pour un petit peu voilà, comprendre un petit peu son fonctionnement? Parce que du coup, tu dis que tu es coordinatrice, c'est quand même un mot assez précis qui sous-entend quand même des missions importantes. Donc voilà, dis-moi un peu plus. Oui, effectivement, on parle de réseau, c'est comme ça en tout cas qu'on l'a intitulé, mais c'est véritablement voilà, une association sur le plan juridique, entre guillemets, qui regroupe effectivement différents professionnels de santé. Donc, on a des on a des chirurgiens, on a des oncologues, des oncoradiothérapeutes et beaucoup de professionnels paramédicaux essentiellement en ville et puis aussi en établissement de santé. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble pour proposer l'accompagnement le plus adapté et personnalisé aux patientes. Donc, comme je disais tout à l'heure, notre mission, vraiment, nos missions, elles vont être en termes de prévention et de sensibilisation, ça tout au long de l'année finalement. Là, on en entend beaucoup parler dans le cadre d'Octobre Rose. Effectivement, c'est important, mais ces deux axes-là de prévention et de sensibilisation, finalement, c'est toute l'année pour nous, à travers voilà, différentes manifestations. On a un lien direct avec l'hôpital privé Guillaume de Varry et le centre Saint-Jean. Voilà, on travaille véritablement ensemble pour proposer aux patientes vraiment un parcours de soins en scénologie. C'est vraiment ça que l'on veut mettre en avant, c'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic est posé pour les patientes, l'idée c'est qu'elles sachent qu'elles peuvent bénéficier d'une prise en charge globale, on va dire sur site, c'est-à-dire que voilà, à travers l'association, les différents établissements, elles peuvent bénéficier de la chirurgie et des autres traitements complémentaires si elles en ont besoin, c'est-à-dire chimiothérapie, radiothérapie.
Donc c'est important et c'était aussi notre idée à la base quand on a créé l'association, c'est de pouvoir permettre l'accès justement à ces soins et à ce parcours-là dans le département, entre guillemets, pour que les patients tout simplement qui habitent ici puissent avoir le choix de bénéficier de leur traitement ici si elles en ont envie. On parle de la région centre, donc principalement sur Bourges, je suppose, et puis très certainement aussi un petit peu écarté dans tout le département. Je pense que vous avez un rayonnement qui est quand même assez important sur le département, et ça c'est quand même très très important. Et donc tout ça, toi, ton rôle dans cette association, donc tu disais que tu es coordinatrice. Qu'est-ce que ça signifie d'être coordinatrice du réseau rose? Oui, je rebondirai juste avant pour dire et pour donner une visibilité aux gens qui pourraient nous écouter, c'est que depuis maintenant quelques années, il y a une fédération française des instituts du sein qui s'est créée, dont on fait partie et qui regroupe maintenant plus d'une vingtaine en fait d'établissements de santé, d'associations qui justement œuvrent à développer cet accompagnement-là pour les patientes. Donc c'est vraiment chouette de se dire que voilà, dans pas mal d'endroits en France, on peut bénéficier de ça. Et pour revenir à mon rôle à moi, du coup, au sein de l'association, c'est véritablement un rôle d'accompagnement. C'est-à-dire que si on retrace un petit peu, si on prend un parcours plus ou moins type d'une patiente, même si chaque parcours est différent, mon premier lien avec les patientes, ça va être une fois effectivement que le diagnostic est posé, qu'elles ont vu le médecin. Moi, je les rencontre en hôpital de jour. Donc sur l'hôpital privé Guillaume de Vary, particulièrement, a été créée une journée préopératoire qui va permettre aux patientes de rencontrer différents professionnels de santé avant d'être opérées pour justement aborder la chirurgie le plus sereinement possible. Donc, moi, je coordonne cette journée-là où elle rencontre l'anesthésiste, le kiné, la psychologue. C'est des journées où elles peuvent être 3 à 4 patientes. Le midi, on se retrouve pour un repas thérapeutique. Et puis l'après-midi, elle revoit le chirurgien pour faire le point avec lui avant l'intervention. Oui. C'est déjà une journée qui permet d'identifier les besoins qu'elles vont avoir avant l'intervention et de pouvoir justement personnaliser davantage déjà leur parcours de soins en ayant identifié quelles étaient peut-être les problématiques les plus importantes pour elles. Et puis une fois que cette journée-là est faite, l'intervention pour celles qui sont opérées a lieu. Donc moi, je passe les voir sur le temps de l'hospitalisation. Et puis, passer cette étape-là, ça sera beaucoup de contacts téléphoniques. Donc, moi, je les appelle assez régulièrement à des points précis dans leur parcours. Et l'idée du réseau aussi, à la base, c'était de créer un numéro unique que les patientes puissent se joindre facilement. Elles tombent forcément sur moi. Et c'est valable aussi pour les professionnels de santé qui auraient besoin. Donc, voilà, on l'a voulu facile d'accès. Et du coup, effectivement, voilà, j'ai un rôle d'accompagnement qui passe beaucoup par des appels à différents moments de leur parcours de soins. Et puis, pour celles qui auront de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, je passe aussi les voir voilà, pendant leur séance. Et cet accompagnement-là, il est toujours proposé à la patiente. Voilà. Chaque patiente a le choix de dire voilà, oui, moi j'en ai besoin, non, c'est pas pour moi. C'est important de pouvoir évidemment leur laisser le choix. Et puis l'accompagnement se poursuit jusqu'à 1 an après l'arrêt des traitements. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on a voulu
mettre en place parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'à la fin des traitements en présentiel, entre guillemets, il y avait un petit peu alors je vais retraduire les mots des patientes que j'ai écoutées. C'était vraiment une sensation un peu paradoxale de se dire ok, les traitements sont finis et c'est quand même un soulagement. Mais à la fois, quand elles entendent que leur prochain rendez-vous de suivi est dans 6 mois, parfois un peu moins, il y a quand même ce sentiment-là de... Certaines m'ont parlé un peu d'abandon, sentiment d'abandon, ou en tout cas un peu de vide. Donc c'était important pour nous aussi de pouvoir rester en contact pendant cette période-là justement et de pouvoir les accompagner dans leur suivi. Oui, ça me parle effectivement. C'est vrai que quand on a vécu un traitement un peu lourd, difficile, peut-être aussi avec une opération, voire plusieurs, parce que, alors, il faudrait que je rebondisse aussi là-dessus après. Mais c'est vrai que d'un coup, quand on a des visiteurs plusieurs fois par semaine, que ce soit, peu importe, hein, effectivement, il y a la chimio, mais il y a aussi tout ce qui est à côté, et tous les visites chez le médecin, à la pharmacie, etc., ça devient un quotidien. Ça devient un quotidien qui, en plus, est parfois difficile à accepter et qui nécessite un vrai suivi, un vrai soutien mental, psychologique, émotionnel. Mais effectivement, quand d'un coup ça s'arrête, oui, je comprends évidemment qu'il y ait un peu un sentiment d'abandon parce que d'un coup, on était très, 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 très suivis, très, très surveillés, très médicalisés, très médicamentés aussi potentiellement. Et d'un coup, pouf, il n'y a plus rien. Donc ça, effectivement, oui, je suis pas étonnée que tu partages ça. Et, euh, et du coup, je voulais rebondir sur la chirurgie parce que du coup, tu as laissé entendre que potentiellement, les chirurgies ne seraient pas toujours conseillées ou toujours réalisées dès un dépistage. Alors effectivement, ça c'est quelque chose sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est que vraiment chaque parcours de soins est personnalisé en fonction d'énormément de caractéristiques pour les patientes et en fonction effectivement de pas mal de choses d'ordre médical, on va dire. Les traitements, que ce soit radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie, vont intervenir dans un certain ordre, entre guillemets, et pas, voilà, chaque patiente ne va pas bénéficier de chaque traitement non plus. Mais pour la chirurgie, voilà, c'est clairement quand même une majorité de femmes qui vont être opérées. Et c'est un moment qui est quand même, encore une fois, pour avoir recueilli leur témoignage, un moment important pour elles, que ce soit des patientes qui soient opérées d'une tumorectomie ou d'une mastectomie. Alors pour faire le distinguo, voilà, c'est soit une chirurgie partielle, soit totale. Le vécu n'est pas le même non plus. Et c'est vraiment des étapes qui sont importantes et où l'accompagnement est véritablement nécessaire. Et moi, c'est ce qui m'avait marqué pendant mes études et c'est ce qui m'a amené à écrire mon mémoire de fin d'études là-dessus, c'est que voilà, l'accompagnement pour une patiente à qui on a opéré d'une mastectomie, il est indispensable. Et voilà, quand on parle de prise en charge, c'est vraiment important de pouvoir accompagner ces moments-là, que ce soit la première réflexion du pansement, par exemple, voilà, de pouvoir accompagner les patientes à ce moment-là, de leur laisser le choix de regarder tout simplement, de leur poser la question de si elles sont prêtes et de leur laisser le choix. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans cette chirurgie-là qui est loin d'être anodine et qui requiert pour nous un accompagnement indispensable par rapport à une autre chirurgie, évidemment. Oui,
Tu me diras la difficulté avec le cancer du sein, en tout cas quand ça touche vraiment la poitrine et particulièrement des femmes, c'est que ça touche aussi à une partie de leur féminité, une partie aussi de leur identité. C'est un peu, c'est peut-être un petit peu extrapolé, mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là il me manque un membre qui m'empêche pas de vivre effectivement, mais qui touche quand même à la forme de mon corps et potentiellement aussi au rapport que je vais avoir avec les autres. Donc effectivement, je pense que ce changement-là, il est très très intense, il est très violent en plus, parce que c'est vrai que en plus, ça laisse des cicatrices qui sont très visibles et qui sont parfois assez impressionnantes. Et du coup, j'aimerais bien poser la question, parce que le sujet du podcast est quand même la mort et le deuil. Est-ce que tu perçois une forme de deuil chez ces patientes-là qui, du coup, font face à un parcours qui est intense, qui est difficile, qui est violent, qui est très médical et qui, en plus, est potentiellement très douloureux, autant dans l'émotionnel que physiquement? Est-ce que ouais, il y a cette notion de deuil qui arrive, alors peut-être le deuil de la santé, peut-être le deuil effectivement du corps d'avant et de ce nouveau corps qui arrive et qui doit du coup être réapprivoisé en fait. Oui, avant de te répondre, je tiens juste à préciser que le cancer du sein, ça touche aussi les hommes, même si c'est évidemment une minorité, entre guillemets, mais c'est important de le rappeler. Et c'est certain que pour la femme, voilà, la poitrine reste voilà, une partie de soi à part entière et un symbole de féminité, quoi qu'on en dise, quelle que soit l'importance que l'on y consacre. Mais oui, je pense que la notion de elle est sans doute dans l'esprit de certaines patientes. J'ai pas souvent eu ce témoignage-là, en tout cas, ce terme n'est pas forcément repris, ou alors peut-être que certaines n'osent pas non plus en parler. Mais je crois que voilà, c'est avant tout cette étape de la maladie finalement qui revient le plus souvent. Et je trouve pour les accompagner un certain temps qu'il y a un avant et un après. Et ça, c'est mon ressenti, mais c'est aussi ce qu'elles peuvent m'exprimer à travers leur parcours. Donc, il y a malgré tout forcément sans doute cette notion de deuil. Alors, je dirais pas de leur vie d'avant parce que la vie reste la même, mais en tout cas, ça questionne beaucoup les patientes sur leur vie en général, et parfois il y a des choses qui changent suite à ça, que ce soit personnellement, professionnellement. En tout cas, ça amène des réflexions et souvent il y a effectivement des évolutions suite à ce parcours de soins finalement. L'habitude de dire que le deuil, c'est pas nécessairement un processus qu'on va enclencher de façon très naturelle parce qu'il va y avoir un décès ou parce qu'on est confronté à la mort, mais c'est surtout un processus qui va se déclencher face à un gros changement. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est vrai qu'on parle très peu de cette notion de deuil quand notre corps change, quand on est malade, quand on a un changement de vie qui en plus, là, dans le cas d'un cancer, puis effectivement, tu l'as dit, changer des choses au niveau professionnel. Il y a certaines périodes où on va plus pouvoir travailler, où on va plus pouvoir aussi faire les mêmes choses. Parce que voilà, on parle de mi-temps thérapeutique, effectivement, mais c'est pas toujours possible dans certains métiers, hélas. Donc c'est vrai que pour moi, il y a quand même cette notion qui est assez importante, même si elle n'est pas nommée. Tu le dis, tu vois, en fait, tu nommes le deuil sans dire que c'est du deuil. Sinon, il y a un changement parce qu'il y a tout ce qui se passe dans le corps de la femme, dans son évolution, dans son parcours de soins, et puis dans tout ce que ça implique, puisque ça c'est pareil, on en parle
pas tant que ça, je trouve. L'impact de ce cancer-là, qu'est-ce que ça fait sur une vie? Parce qu'on parle très souvent effectivement du corps physique. Ok, oui, il y a une mastectomie, il y a une tumorectomie. Faut mettre les sons dans le bon ordre. Euh, et oui, d'accord, mais ok, qu'est-ce que ça. On a une vague idée quand même de ce que ça implique au terme médical, en termes de voilà, d'opération, de chimiothérapie, etc., etc. On a une vision assez claire. Enfin, voilà, on a quand même, on sait à peu près ce que c'est. Mais on parle très peu en fait de l'impact psychologique de devoir notamment porter un cathéter. Un cathéter, c'est, tu me corriges si je me trompe, c'est cet appareil qu'on va mettre sous la peau pour pouvoir injecter la chimiothérapie en fait de façon régulière sans abîmer la peau. En fait, pour moi, c'est l'objectif un peu de, voilà, on a en fait juste un petit morceau de tuyau encore qui sort de la peau, qui est sous un pansement. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas, mais c'est un dispositif médical qui est imposant, qui est en plus parfois très gênant, qui se voit en plus, en fonction de comment on s'habille, particulièrement l'été. Donc en fait, il y a effectivement ce rapport au corps, ce rapport au médical, mais l'impact psychologique, eh ben, il est quand même très très important et on en parle très peu. Oui, ça c'est certain. Il y a vraiment, encore une fois, ce besoin d'accompagnement qui est global finalement, qui va être effectivement assez, alors une partie, on va dire, centrée sur le corps physique, voilà, liée aux différents traitements, mais effectivement toute une prise en charge psychologique qui va clairement nécessiter une prise en charge pluridisciplinaire parce que voilà, ça va toucher en premier lieu la patiente, mais tout son entourage finalement, que ce soit les enfants, quand il y en a qui sont présents, conjoints, conjointes, et puis la famille autour. Et là-dedans, on va retrouver finalement le regard de l'autre en général, justement par rapport à ce dispositif, comme tu le disais, de la chambre implantable, le petit boîtier. Et puis, pour celles qui auront un traitement comme la chimiothérapie, c'est effectivement la gestion de la perte des cheveux, particulièrement. Et c'est pour ça que quand je parle de prise en charge pluridisciplinaire, elle est vraiment indispensable. Et nous, on essaye de travailler vraiment avec différents acteurs qui sont des professionnels de ville, entre guillemets, euh, pour justement orienter les patientes vers des professionnels qui sont spécialisés, qui sont formés à accompagner justement ces patientes. Et ça passe par effectivement des prothésistes capillaires dans ce cadre-là. Ça passe par des pharmaciens pour tout ce qui est lingerie post-opératoire, jusqu'aux kinés qui sont formés. Donc voilà, c'est important de pouvoir offrir un peu ce panel-là aux patientes et les orienter au mieux vers ces différents professionnels de santé. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre en place avec le réseau différents ateliers, euh, différentes activités qu'elles leur soient proposées, encore une fois, pour essayer de les accompagner au mieux. Et voilà, on essaye de varier et de faire évoluer justement ces différents ateliers depuis la création du réseau. On a eu entre autres des ateliers alimentation santé, des ateliers soins esthétiques justement. Et puis cette année, on a mis en place des ateliers de sophrologie, des ateliers de relaxation sonore. Et on a 2 activités physiques qui sont l'aviron et le pilate, qui sont 2 activités reconnues pour leurs bienfaits pour les femmes opérées d'un cancer du sein. Donc, c'est des activités, j'insiste sur le terme adapté,
C'est-à-dire que c'est des professionnels, voilà, encore une fois, qui sont formés et qui proposent des cours adaptés. Aujourd'hui, l'activité physique est reconnue scientifiquement. Voilà, il y a des chiffres qui sont assez significatifs sur l'importance, que ce soit en termes de prévention, mais aussi pour tous les patients qui seraient en soins, tout simplement. Voilà, avec des bienfaits euh, ouais, vraiment reconnus. Donc, c'est un versant sur lequel on veut mettre l'accent aussi pour pouvoir le proposer aux patientes. Et je trouve que justement, particulièrement dans le cancer du sein, euh, de parler du corps, des bienfaits sur son corps et de pouvoir, à travers une pratique, réinvestir peut-être leur corps après une chirurgie, voilà, après des mois de traitement, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et je les incite avant tout à choisir quelque chose qui leur fait envie, parce que ça passe par là, mais de rester dans le mouvement. Et voilà, on parle d'activité physique là spécifique, mais moi quand je vais voir des patientes en chimiothérapie, on essaie toujours d'aborder aussi ça et parfois, c'est difficile pour les patientes parce que les traitements sont lourds. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Mais si on commence, même ne serait-ce que par de la marche, voilà, quelques minutes pour commencer, les bienfaits, ils sont déjà là. Et, et quelque chose sur lequel je veux insister aussi, c'est que j'ai beaucoup de patientes qui sont frustrées de reprendre une activité physique après des mois sans rien, en se disant je vais reprendre ce que je faisais avant et au même rythme. Et c'est ça qui est un peu dangereux, entre guillemets, c'est de ne pas vouloir intégrer cette notion de progressivité. Voilà, s'il n'y a pas eu d'activité pendant des mois, forcément, il ne faut pas demander à son corps quelque chose d'impossible. Donc vraiment de reprendre progressivement petit à petit, ça permet aussi aux patients de se dire ok, je suis capable d'en faire un petit peu plus chaque semaine. Et du coup, c'est valorisant et voilà, c'est chouette de reprendre comme ça pour pouvoir garder une activité après sur le long terme. On a un peu cet imaginaire que la phase de cancer et la phase de traitement, c'est un peu une parenthèse dans la vie. Et qu'une fois que c'est terminé, on peut reprendre tout comme c'était avant. Non. Donc, effectivement, ce n'est rarement possible. Je pense que certaines y arrivent, mais non sans difficulté. Et certains aussi, puisque c'est vrai que tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, le cancer, particulièrement du sein, il ne concerne pas seulement les femmes. C'est vraiment important de bien insister là-dessus. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai du mal encore à m'intégrer dans Docteur Rose depuis le décès d'un an, c'est que voilà, on dit plein de choses, mais on oublie énormément qui sont tout aussi importantes que dont on parle là aujourd'hui. Et effectivement, l'après et même le pendant, hein, tu le dis, pendant qu'on fait de la chimio, il y a plein de choses à mettre en place effectivement pour faciliter à la fois la façon dont on va vivre ce traitement, dont on va en fait guérir aussi, en fait cicatriser et puis améliorer en fait notre santé au quotidien. Mais c'est vrai que souvent on a tendance à en demander trop à notre corps. Donc, je pense que voilà, tu me contrediras si j'ai tort, mais je pense que tu le vois aussi auprès de tes patients qui ont cette envie de reprendre le plus vite possible le cours de leur vie, comme c'était avant, comme si ça voilà, tout oublié. Sauf que généralement, ça les rattrape parce que justement, ce corps, on lui a trop demandé, on lui a beaucoup fait subir. Parce qu'il y a les traitements, oui, d'accord, mais il y a cette envie, cette besoin, et qui est très importante à écouter et à prendre en compte, bien sûr, cette pulsion de vie, je dirais presque.
voilà, ça y est, les traitements sont finis. J'ai envie d'aller en voyage, de partir, de reprendre des activités, etc., etc. Et puis, il y a des fois, effectivement, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on imaginait parce qu'on a encore du mal, je pense, à prendre conscience de ce qu'on a vécu, en fait. Je pense c'est pour ça aussi que l'accompagnement global, il est important parce que comment dire, ouais, on a ce truc c'est bon, c'est fini, je peux passer à autre chose. Oui, mais voilà, passe à autre chose, mais tranquillement, prends le temps aussi de prendre conscience en fait de tout ce qui s'est passé dans ton corps, de ce que toi tu as vécu, de ce qui s'est passé aussi dans ton mental, dans ton esprit, pour pouvoir à la fois en tirer des leçons, mais aussi le prendre en compte et être le plus indulgent possible avec soi-même, parce que je pense que c'est une difficulté que les patients peuvent rencontrer. Oui, comme tu dis, c'est pour ça que l'accompagnement, justement, dans l'année qui suit, la fin des traitements, il est important justement pour, entre guillemets, je dirais leur tenir la main encore quelques mois et justement pour pouvoir parler de ces choses-là, de l'activité physique, voilà, qu'est-ce qu'elles ont mis en place, comment elles se sentent. Et puis, il y a un point aussi clé qui est le retour au travail et voilà, qui est une grande source de questionnement et de réflexion et parfois d'inquiétude en fonction du travail qu'elles font. C'est aussi de pouvoir les accompagner à ce niveau-là parce que c'est une grande marche après parfois des mois de traitement de retourner là pour le coup dans la vie active. Et c'est parfois un gros changement et une étape qui est pas des moindres. Et c'est important de les accompagner là-dedans aussi. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, cette étape-là, elle est d'autant plus importante parce que du coup, ça me permet de te poser la question, en tout cas de mettre le sujet sur la table, cette notion aussi du rapport à l'autre. Qui, je pense, quand on a un cancer, alors je l'ai vu et je l'ai vécu à travers ma maman, qui a subi un peu un énorme changement en fait, non seulement évidemment, donc effectivement on en a parlé du parcours de soins, du corps, etc., mais aussi un énorme changement au niveau de son entourage social. C'est-à-dire que, ok, elle a un cancer, elle a dû annoncer à ses collègues, à son employeur, etc., qu'elle était malade, à ses amis, évidemment à sa famille, et il y a énormément de personnes qui ont coupé les ponts du jour au lendemain, ont vraiment changé d'attitude en fait par rapport à elle, que ce soit les collègues, que ce soit l'employeur, que ce soit les amis, etc. Et ça, je pense que c'est un vrai. Pour moi, c'est une vraie question de ce rapport à la personne malade. Quand on est en famille, quand c'est une personne proche, bon, on a un peu cette notion d'obligation parce que c'est maman, parce que c'est papa, parce que c'est tonton, tata, etc. Sauf que quand c'est des amis, souvent c'est difficile, quand c'est des collègues, c'est difficile et notre comportement il change alors que c'est, en tout cas à mon sens, quelque chose qui peut aggraver en fait la situation du malade, de la personne, parce que ça va la mettre encore plus en difficulté d'un point de vue social, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental. Et donc, rendre encore plus difficile, donc c'est effectivement cette étape de reprise du travail, mais globalement, en fait, l'entièreté du parcours. Oui, ça, c'est vraiment un versant important et où, en général, voilà, j'ai beaucoup d'échanges avec les patientes, particulièrement par rapport à l'annonce dans un premier temps, où effectivement, il y a déjà, pour la patiente, d'arriver à gérer ce moment-là. Déjà, voilà, comment elles le vivent. On parlait de deuil tout à l'heure. Voilà, elle passe par toutes les étapes, finalement. Qui sont similaires. Et l'entourage, moi, j'échange beaucoup avec elles, justement, pas forcément pour entrer dans leur intimité, mais pour savoir justement autour d'elles quelles sont les ressources qu'elles peuvent avoir
sur qui elles peuvent se reposer, entre guillemets, quels échanges elles peuvent avoir sur la maladie, sur leur parcours. Et ça donne quand même une indication aussi sur parfois comment elles vont vivre ce parcours-là. Là, il y a une grosse différence entre une patiente seule qui n'aurait pas d'enfant, pas de famille autour d'elle et quelqu'un avec qui aura du soutien, que ce soit socialement, amicalement, au niveau familial. Donc l'accompagnement, il n'est pas le même là non plus. Et c'est aussi la gestion du poids des mots des autres, effectivement. Alors parfois, c'est pas mal intentionné, mais il y a des mots qui vont rester plus que d'autres dans l'esprit des patientes. Et j'ai récemment découvert un petit guide qui s'appelle Petit guide pour consoler une personne malade. Justement, on est vraiment dans le thème. Les choses à ne pas dire, les gestes et attentions qui font du bien. Et c'est une petite brochure qui a été réalisée par la créatrice du podcast Naître princesse, devenir guerrière. Donc voilà, je vous invite pour ceux qui sont curieux à aller le feuilleter. Nous, on l'a depuis quelques semaines et du coup, c'est un petit quelque chose que je laisse à disposition dans le petit salon des patients que l'on a pour qu'ils puissent effectivement se servir de ça. On a pas mal de documentation et c'est vrai qu'il y a parfois des outils comme ça à vulgariser davantage pour effectivement pouvoir aider pour le coup les aidants. Et c'est un vrai sujet parce que j'ai récemment une patiente qui m'a dit et avec qui on a eu cet échange-là, qui m'a dit nous, on est pris en charge, voilà, on est accompagnés. Mais les aidants qui sont à la maison, qui les accompagnent eux à traverser aussi cette épreuve-là. Et j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a beaucoup questionnée et ça a remis en question pas mal de choses parce que c'est vrai, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement accompagner les aidants et on aimerait beaucoup voilà, créer des groupes de parole pour avoir des temps d'échange, pourquoi pas patiente, aidant, essayer de pouvoir parler plus librement, tout simplement. Donc voilà, il y a des choses qui sont mises en place et puis encore plein de choses à créer, je pense, pour encore améliorer cet accompagnement-là. Et l'entourage proche et c'est le soutien de ces personnes qui vont vivre un parcours difficile. Et cette question des aidants, je pense qu'elle est effectivement très très importante parce que, après, là pour le coup, je pense que je suis un peu. Je suis trop engagée. J'ai vécu, j'ai été d'être aidante et j'ai pu voir un peu ce que c'était et ce que ça impliquait, puisque ça a forcément eu un impact sur ma vie, sur mon quotidien, sur mon mental, sur ma santé, globalement, on ne va pas se mentir, la santé physique autant que la santé mentale, on a pris un coup parce que ça demande de l'investissement, ça demande du temps, ça demande aussi de parfois devoir rester le plus calme possible, le plus serein possible quand on nous annonce des dingueries, quand on vit des choses auxquelles on ne s'attendait pas en plus, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a des choses où, comme c'est quelque chose qu'on ne parle pas, la maladie et ses implications, que ce soit physiques ou mentales, il y a des fois on ne s'attend pas du tout à ça, on s'attend, voilà, et puis en plus on découvre aussi un peu de la personne, parce que la personne va changer à cause de la douleur, à cause de la peur, à cause de ces nouvelles façons de se vêtir, par exemple les couleurs, etc., ça change énormément, et bien forcément, effectivement, ça a un impact sur les dents, sur l'accompagnant et sur tout son entourage. Et c'est vrai qu'en tant qu'aidant, on ne sait pas. On ne sait pas à qui on peut poser des questions. On ne sait pas si on a le droit de prendre un rendez-vous avec son collègue pour lui poser des questions, par exemple. Et en plus, on ne se sent pas légitime parce que c'est un médecin qui a en plus très certainement d'autres patients,
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette notion d'univers médical qui est quand même en souffrance. On parle beaucoup de sous-effectifs, de lits manquants, etc., etc. Donc, on a encore plus de scrupules à aller voir les professionnels de la santé pour leur poser nos questions, etc. Donc, c'est vrai qu'on est très seul. Et il y a de plus en plus, malgré tout, quand même, d'associations d'aidants, là, pour le coup, qui sont vraiment spécifiques et conçues pour ces personnes-là, qui vont effectivement mettre en place ben, voilà, des sessions effectivement, de sophrologie, de relaxation, de massage, de naturopathie, etc., etc. Donc il y en a quand même, il y en a encore assez peu, et c'est effectivement aussi quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. En tout cas, c'est un gros sujet à creuser. Je pense qu'on pourrait en parler des heures. Et moi, j'ai une dernière question qui me semble vraiment très, très importante. Je sais qu'on n'a pas envie d'en parler, particulièrement quand on est malade. Et je pense pourtant que c'est important, et je pense que tu as dû très certainement avoir la situation de l'annonce qu'il n'y a plus rien à faire, ou la peur des patients que ben, ils ne puissent pas y aller. C'est quelque chose qui me semble très sensible. Voilà, évidemment. La question, je pense, de la finitude de l'être, elle se pose forcément quand on développe un cancer, quel qu'il soit d'ailleurs, ou même une maladie, quelle qu'elle soit, qui sous-entend un traitement lourd et qui a une potentialité de mortalité, en fait. Je pense qu'à un moment donné, la question se pose. Mais ben, comment, peut-être avec le réseau Rose, peut-être que tu peux répondre avec l'association, comment est-ce que vous arrivez à peut-être aborder le sujet, ou comment ben, peut-être rassurer ou accompagner par rapport à cette question-là? Alors, oui, je dirais que aujourd'hui, c'est en tout cas de la part des patientes, c'est pas forcément abordé dans le sens où je dirais que les traitements pour le cancer du sein aujourd'hui sont assez connus, et c'est peut-être pas la peur euh, qui vient en premier. En tout cas, c'est pas forcément ce qu'elles expriment. Mais en tout cas, le rôle et la mission du réseau est la même, c'est voilà, de les accompagner, peu importe où elles en sont dans leur parcours. Et évidemment, on a accompagné des patientes en fin de vie. Mais encore une fois, je dirais que l'objectif, c'est de pouvoir leur offrir le meilleur accompagnement possible, et encore une fois, aussi à l'entourage qui est présent à ce moment-là. Donc, c'est pouvoir leur faire bénéficier voilà, des différents soins de support qu'on peut retrouver dans les établissements de santé, comme dans les différentes associations. Voilà, dans le département, il y a d'autres associations qui œuvrent aussi à proposer pas mal de choses pour les patients, que ce soit cancer du sein ou autre. Donc, on essaye vraiment de travailler ensemble pour essayer d'accompagner au mieux ces patientes-là jusqu'au bout de leur parcours, finalement. Qui reste présente. Hein, c'est pas, l'expression était de Damoclès qui est au-dessus de la tête, qui est présente. J'ai parfois ce sentiment-là, mais je pense que c'est beaucoup lié à ce que moi j'ai pu vivre et comment ça s'est terminé. Mais c'est vrai que à la fois je trouve que c'est important d'en parler, particulièrement dans cette situation-là, de dire ben, de même, juste de se poser la question, est-ce que c'est possible que je guérisse pas, peut-être? Est-ce que voilà, et puis à ce moment-là, de se poser la question, et même d'ouvrir la discussion avec ses proches, de ben si je ne guéris pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? De pouvoir en fait anticiper ce moment-là
pour pouvoir, encore une fois, en fait, le vivre le plus sereinement possible. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on en a discuté au début du podcast, de dire, OK, là, vous êtes en phase de dépistage, voilà comment ça va se passer, voilà le protocole, voilà comment est-ce on peut vous préparer, vous faire effectivement des journées pré-opératoires, etc., etc. Ça, c'est extraordinaire. Mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire quand cette question-là arrive. Alors, peut-être que c'est des patients qui vont guérir, hein, mais je pense que quand on est patient, il y a forcément un moment donné où on se pose la question, hélas, où on a peut-être cette peur qui va arriver. Et je pense que c'est quelque chose qui, comme c'est tabou, comme la mort et le deuil sont tabous, je pense que c'est intéressant de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place, que ça le soit moins, ou au moins qu'il y ait un espace pour pouvoir en parler avec quelqu'un qui saura répondre à certaines questions, enfin voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, je partage complètement. Et encore une fois, c'est l'importance de la communication. Aujourd'hui, on parle maintenant depuis quelques années et c'est un document qui est obligatoire à remplir. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on parle de directive anticipée. Ça, c'est valable pour toi et moi, pour vraiment tout le monde, de pouvoir exprimer et mettre sur papier voilà, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, tout ce qui est relatif à la fin de vie, en fait. Et je pense qu'il y a énormément de travail à faire encore là-dessus pour effectivement ouvrir plus facilement et plus librement des espaces où effectivement les patients pourraient en discuter avec des soignants, avec des professionnels de santé, et ne pas avoir, j'allais dire ne pas avoir peur. Je pense que ça fait forcément peur à beaucoup de monde, mais en tout cas de se dire, comme tu le disais, sans doute que mieux c'est préparé et mieux c'est vécu. Et ça j'en suis persuadée. Et on est peut-être dans une société où de parler de ça fait peur. Mais je pense il y a des choses à faire là-dessus, à travailler pour justement en parler plus librement et peut-être pour pouvoir vivre les choses, euh, on va dire, moins difficilement quand le moment arrive finalement. Exactement. Oui, tout à fait. C'est un peu l'objectif du cœur de lumière. Mm. Exactement. Et puis, il n'y a pas que moi, évidemment, qui parle de ça. Je pense que le réseau rose, il joue énormément aussi, même si votre principale mission, c'est quand même le soin et l'accompagnement des personnes malades. Il y a aussi, je pense, cette question-là qui vient et qui est un peu intégrée, en fait, à votre sujet pour moi. Donc c'est vraiment important. Je veux bien juste que tu nous partages un dernier mot sur ces fameuses directives anticipées, parce que je pense que très peu le savent, mais effectivement, on peut tous, tu l'as dit, toi, moi et tous les auditeuristes qui nous écoutent, on peut déjà, dès maintenant, remplir ce fameux papier qui est officiel. Donc, est-ce que peut-être tu peux expliquer en quoi ça consiste, comment est-ce qu'on le remplit, à qui on le donne? Effectivement, les directives anticipées, c'est un document, un formulaire que tout le monde peut remplir. Il y a le modèle, un modèle de lettre qui est sur le site servicepublic.fr et qui en fait va résumer entre guillemets les volontés de toute personne qui sont relatives à la fin de vie. C'est-à-dire si à un moment donné euh, vous n'êtes plus en capacité d'exprimer ces volontés-là, et il y a cette trace écrite via ces directives anticipées qui restent et qui sont effectivement les souhaits liés à la fin de vie. Donc, depuis quelques années maintenant, on encourage les gens à les exprimer, entre guillemets, à l'avance, euh, puisque voilà, chacun peut être touché à un moment donné sans, 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 sans avoir été prévenu, enfin voilà, un accident ou autre.
Finalement, c'est un document qui va aider les médecins, le moment venu, à prendre en compte vos décisions sur les soins à donner. Donc, c'est vraiment voilà, c'est un document qui est très important. Et voilà, on parle de plus en plus de projets de loi sur la fin de vie, etc. Ça passe déjà par là. Et puis après, par autre chose. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose dont on peut être acteur. Donc, voilà, c'est important. Voilà. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, c'est très bien expliqué et vous pouvez facilement avoir accès au formulaire pour ceux qui veulent le remplir. Et puis en faire part à ses proches, voilà. Savoir qu'il existe, c'est important. Et finalement, voilà, exprimer d'avance si vous n'êtes pas en capacité de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Moi, ce sera écrit quelque part et quelqu'un saura. Et en fait, c'est le document qui prouvera que, par exemple, vous ne voulez pas d'acharnement thérapeutique, vous ne voulez pas être réanimé, vous ne voulez pas ceci, vous ne voulez pas cela, et au contraire, vous voulez certaines choses particulières en cas de situation extrême. Je tâcherai de vous mettre les liens dans la description du podcast. Donc les liens effectivement de ce document directement anticipé que vous pouvez télécharger, remplir et puis voilà comment s'en servir de ce document. Je vous mettrai aussi, en tout cas je tâcherai de trouver aussi une référence du document dont tu nous as parlé, Laura, comment consoler une personne malade. Voilà, comme ça vous aurez toutes les infos. Et évidemment, je mettrai dans la description comment contacter, peut-être pas Laura, mais au moins le réseau Rose pour pouvoir être aidé, pour voir quel accompagnement le réseau Rose peut proposer ou peut vous proposer. Et puis peut-être au moins pour répondre à vos questions. Voilà. Je te remercie Laura, vraiment. J'ai passé un temps très très intéressant et très précieux. J'espère que cet épisode aura plu à tout le monde et vous aura permis au moins de pouvoir ouvrir un petit peu le débat là-dessus et puis de pouvoir en parler. En fait, l'Octobre Rose, effectivement, on l'a dit, c'est qu'un prétexte. Le dépistage, c'est toute l'année. C'est pas que pour les filles. Et puis ouais, tout simplement, faites attention à vous. Est-ce que Laura, tu as envie de partager un dernier petit mot, un dernier petit message que tu as envie de faire passer par là? Merci à toi d'avoir mis un peu plus la lumière sur la lutte contre le cancer du sein. Et comme tu le dis, on en profite entre guillemets pour en parler dans le cadre d'Octobre Rose, mais c'est toute l'année et c'est important. Voilà, et merci à toi et bravo pour ton podcast. Merci beaucoup, Laura. Merci. Un dernier petit mot pour vous, auditeurs. Si vous avez la possibilité en ce moment et jusqu'à fin octobre de soutenir le Réseau Rose, puisque grâce à l'OCAV, on a mis en place un événement. Si vous vous baladez dans le centre-ville de Bourges, il n'est pas impossible que vous voyez dans certaines vitrines des œuvres d'artistes locaux, d'artistes ou des créateurs, parce que je participe aussi. Et ces vitrines-là sont des commerçants qui, du coup, ont joué le jeu. Et chez eux, vous avez du coup des petites boîtes dans lesquelles vous pouvez participer à la tombola pour tenter de remporter une de ces œuvres, tout en soutenant le Réseau Rose, puisque l'intégralité des fonds récoltés ira à cette association. Voilà. Donc vraiment, allez-y. Je ne peux que vous inviter à venir au centre-ville de Bourges. Je vous invite aussi en plus à venir me faire un petit coucou, puisque je suis en ce moment et jusqu'au 23 novembre en exposition. J'expose mes créations dans la boutique éphémère Le Spot à Barry-Comme Bourges. Donc vraiment profitez. C'est aussi l'occasion de pouvoir venir discuter ensemble, voilà, si vous avez envie de faire des hommages sexy, si vous avez juste tout simplement besoin ou envie de me rencontrer, ce sera avec très très grand plaisir. Et puis comme d'habitude, en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.